La vie d'un serf dans l'Europe médiévale, entre réalité et mythe. L'Europe médiévale, souvent idéalisée dans les romans et les films, évoque des images de châteaux imposants, de chevaliers courageux et d'exploits glorieux. Cependant, cette image romantique cache une réalité dure pour la majorité de la population, les serfs. Loin d'être les héros de l'histoire, ces paysans vivaient une existence sombre et impitoyable, liés à la terre qu'ils cultivaient, sans liberté, et piégés dans un cycle sans fin de pauvreté et de souffrance. Les serfs étaient l'épine dorsale de la société féodale, mais leur vie était marquée par le désespoir. De la main-d'œuvre forcée dans les champs à la malnutrition, à la violence et aux restrictions sociales qui les empêchaient d'accéder à toute forme de liberté, les serfs vivaient sous un régime brutal qui les maintenait à la marge de tout progrès ou amélioration. À travers cette analyse, nous découvrirons non seulement les difficultés auxquelles ils faisaient face, mais aussi les causes profondes de l'inégalité sociale qui définissait l'Europe médiévale. Quelle était la vie des serfs au Moyen Âge? La condition des serfs dans l'Europe médiévale, liés à la terre et leur destin. Les serfs médiévaux vivaient dans un état de dépendance totale, essentiellement liés à la terre qu'ils cultivaient. Bien qu'ils n'étaient pas des esclaves au sens strict du terme, leur liberté était si limitée que la distinction devenait presque sans importance. En latin, ils étaient connus sous le nom de servi, un terme qui reflétait leur position subordonnée dans la structure sociale féodale. Ce statut non seulement restreignait leurs mouvements, mais les empêchait également de jouir des droits et des libertés que les hommes libres considéraient comme fondamentaux. Una delle caratteristiche più crudeli del sistema feudale era l'eredità dello status di servo. I figli dei servi nascevano legati alla terra dei genitori, perpetuando un ciclo di povertà e sottomissione che sembrava non avere fine. Senza la possibilità di cambiare il loro destino, i servi erano condannati a vivere e morire nelle stesse misere condizioni in cui erano nati. Questa eredità della servitù garantiva che la gerarchia sociale rimanesse intatta, con i servi sempre in fondo alla piramide sociale. Una delle restrizioni più severe affrontate dai servi era il divieto di lasciare la terra del loro signore senza permesso. Questa mancanza di mobilità impediva loro di cercare lavoro o migliori opportunità altrove. Erano completamente subordinati alla volontà dei loro signori, che potevano richiedere loro di lavorare più ore o imporre compiti aggiuntivi senza alcuna forma di giusta compensazione. Il controllo sulle loro vite era assoluto, poiché i servi non avevano rappresentanza politica né voce legale. In Inghilterra i servi erano conosciuti come villani e la loro situazione era regolata da quello che era noto come legge manoriale. Sotto questo sistema, i signori feudali esercitavano quasi un potere assoluto sui loro servi, imponendo una serie di obblighi che non potevano essere evitati. Lo storico medievale Guglielmo di Malmesbury, che descrisse le condizioni di vita dei servi, evidenziò come questi uomini e donne fossero legati alle loro terre e obblighi, senza possibilità di fuga, anche in tempi di grande bisogno. In tempi di cattive raccolte o carestie, i servi rimanevano responsabili di soddisfare le richieste dei loro signori, rendendo la loro esistenza ancora più insopportabile. Lavoro forzato nel feudalesimo. Il sistema della corvée e il suo impatto sui servi medievali. La vita dei servi nel Medioevo era una routine di lavoro incessante e una delle caratteristiche chiave che definivano questa esistenza era la corvée, il lavoro forzato che dovevano svolgere per i loro signori feudali. Questo sistema costringeva i servi a dedicare una parte significativa del loro tempo a lavorare le terre del signore, lasciando molto poco tempo per soddisfare i propri bisogni o coltivare terreni per il proprio sostentamento. La corvée non era solo estenuante, ma veniva anche utilizzata come strumento di controllo che manteneva i servi in una costante dipendenza dal loro signore e dal sistema feudale. I servi non avevano altra scelta che conformarsi alle richieste di lavoro imposte dal sistema feudale. In molti casi, questo lavoro non si limitava alle attività agricole, come seminare e raccogliere i campi, ma includeva anche compiti come la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture. La corvée richiedeva ai servi di costruire strade, ponti, castelli e fortificazioni, elementi essenziali per mantenere il potere feudale, ma che non offrivano alcun beneficio personale ai servi. La costante richiesta di lavoro per questi progetti lasciava ai servi poco tempo per sviluppare le proprie terre
perpetuando la loro povertà e mantenendoli intrappolati in un ciclo di sfruttamento. Uno dei documenti più rivelatori riguardo alla struttura del lavoro forzato nel Medioevo è il Domesday Book, un censimento ordinato dal re Guglielmo il Conquistatore nel 1426. Questo libro dettaglia le obbligazioni dei servi e i loro contributi al lavoro agricolo, così come ad altre attività che favorivano gli interessi dei signori feudali. Attraverso questo documento possiamo vedere come i servi fossero tenuti a lavorare non solo nei campi del loro signore, ma anche a svolgere riparazioni o compiti di costruzione pubblica, lavori che non fornivano loro alcun beneficio diretto. In molti casi, il lavoro che svolgevano non solo li lasciava esausti, ma impediva anche loro di ottenere anche le necessità di base per la propria sopravvivenza. Il sistema della corvée non solo ha avuto un impatto sulla vita quotidiana dei servi, ma li ha anche mantenuti sotto una costante minaccia. Qualsiasi tentativo di non adempiere agli obblighi lavorativi poteva comportare severe punizioni. I signori feudali avevano il potere di imporre multe, percosse o addirittura la prigione a coloro che non soddisfacevano le richieste lavorative. Questa struttura punitiva garantiva che i servi rimanessero al loro posto, soggetti alla volontà dei loro padroni, senza alcuna speranza di miglioramento. Il lavoro forzato era uno dei principali modi in cui i signori feudali consolidavano il loro potere. Richiedendo che i servi lavorassero gratuitamente e sotto costrizione, i proprietari terrieri mantenevano un controllo assoluto sulle risorse e sulle persone all'interno dei loro domini, mentre i servi svolgevano compiti come arare, raccogliere e costruire infrastrutture. I signori aumentavano la loro ricchezza e assicuravano la loro posizione nella gerarchia feudale, senza doversi preoccupare di salari o condizioni di lavoro. In questo modo il lavoro forzato contribuiva a rafforzare le profonde disuguaglianze che caratterizzavano il sistema feudale. Inoltre, i carichi di lavoro erano così gravosi che non solo influenzavano la salute fisica dei servi, ma impedivano anche loro di raggiungere qualsiasi prosperità o stabilità. Il tempo che trascorrevano a lavorare per il loro signore era così esteso che a malapena riuscivano a occuparsi dei propri campi per sostenere le loro famiglie. Spesso la produzione personale era minima e le condizioni di vita rimanevano in uno stato costante di privazione. In alcuni casi, i servi che accumulavano ricchezze o miglioravano la loro situazione attraverso sforzi personali si trovavano nuovamente intrappolati nel sistema, poiché il loro stato legale non cambiava. Ce système de travail forcé était également essentiel au maintien de la structure de pouvoir qui existait entre les différentes classes sociales dans la société médiévale. Alors que les seigneurs féodaux jouissaient de luxe et de richesse, les serfs, souvent condamnés à un travail sans fin et à des conditions de vie déplorables, représentèrent l'échelon le plus bas de la hiérarchie sociale. Le cycle de travail, de pauvreté et d'oppression se perpétuait de génération en génération, sans issue claire ni possibilité d'avancement social. Pauvreté extrême et malnutrition, la réalité des serfs médiévaux. La vie des serfs médiévaux était caractérisée par une pauvreté extrême, un cycle de privation constante qui affectait tous les aspects de leur existence, bien qu'ils soient responsables du travail agricole qui soutenait l'ensemble de la société féodale. Les terres qui leur étaient attribuées pour la culture étaient souvent insuffisantes, de mauvaise qualité, et, dans de nombreux cas, totalement incapables de produire ce qui était nécessaire pour nourrir leur famille. Ce système d'agriculture de subsistance signifiait que les serfs ne pouvaient cultiver que ce qui était strictement nécessaire pour survivre sans possibilité de prospérité ou d'économie. La quantité de terre que les serfs pouvaient consacrer à leur propre culture variait considérablement en fonction de la richesse de leur seigneur et des coutumes locales, mais la tendance générale était que la majorité des terres fertiles restaient sous le contrôle des propriétaires terriens, laissant aux serfs des portions minimales de terre, peu productives. Cela signifiait que les serfs devaient passer d'innombrables heures à travailler dans les champs de leurs seigneurs, n'ayant guère le temps ou les ressources pour cultiver leurs propres parcelles qui, dans la plupart des cas, ne produisaient que de quoi survivre jour après jour. La qualité de la terre était également un facteur limitant. Souvent, les serfs étaient contraints de cultiver sur des sols appauvris, érodés par des générations d'exploitation implacables. En conséquence, leurs rendements agricoles étaient faibles
et leur nutrition insuffisante, contribuant à la prévalence de la malnutrition chronique parmi la population rurale. De mauvaises récoltes ou de mauvaises conditions météorologiques pouvaient conduire à la famine, rendant les cerfs encore plus vulnérables aux maladies et à la mort prématurée. Le régime alimentaire des cerfs était basique et manquait de nutriments essentiels. Le pain, principalement fabriqué à partir d'orge ou de seigle, constituait la pierre angulaire de leur alimentation, parfois accompagnée de légumes racines comme les navets, les carottes et le chou. Cependant, l'accès à ces aliments était limité et de nombreux cerfs souffraient de la faim pendant une grande partie de l'année. La viande, qui dans les sociétés féodales était un luxe réservé aux seigneurs et à la noblesse, faisait rarement partie du régime quotidien des cerfs. Parfois, si les cerfs pouvaient chasser ou pêcher, ils pouvaient ajouter un peu de protéines à leur alimentation, mais cela était plus l'exception que la règle. Le chroniqueur Gérald de Galles, au XIIe siècle, décrivit tristement la misère des paysans gallois qui luttaient pour survivre avec les maigres ressources que la terre leur fournissait. Dans son récit, il souligna la faible production agricole et comment les familles de paysans étaient presque entièrement dépendantes de ce qu'elles pouvaient cultiver, sans possibilité d'acquérir de la nourriture supplémentaire. Les récits de cette époque montrent comment les cerfs vivaient dans un état constant de difficulté, espérant toujours une meilleure récolte, mais avec la menace de la pénurie alimentaire qui planait sur leur vie comme une ombre constante. La pauvreté extrême des cerfs était intrinsèquement liée à la malnutrition chronique. Le manque d'accès à une alimentation équilibrée avait des effets dévastateurs sur leur santé. Des maladies telles que le scorbut, la tuberculose et diverses infections étaient courantes, car les cerfs manquaient des nutriments essentiels pour renforcer leur système immunitaire. L'épuisement physique dû au travail forcé, combiné à la nourriture insuffisante, épuisait davantage leur endurance et leur espérance de vie. De plus, la malnutrition des cerfs n'affectait pas seulement les adultes, mais avait également de graves conséquences pour les enfants. Le manque de nutrition adéquate pendant les premières années de la vie provoquait des déficiences de croissance, affaiblissait le développement cognitif et réduisait l'espérance de vie de la population paysanne. Les épidémies qui frappèrent les villages, telles que la peste ou le choléra, causaient souvent des taux de mortalité beaucoup plus élevés parmi les cerfs que parmi la noblesse, en raison de leurs conditions de vie déplorables et du manque de soins médicaux. Au risque de maladies et de blessures, la fragilité des cerfs médiévaux. La vie des cerfs médiévaux était marquée par une menace constante de maladies et de blessures qui s'ajoutaient à la pauvreté et à l'exploitation du travail qu'ils subissaient. Ces risques non seulement aggravaient la qualité de vie des paysans, mais réduisaient également considérablement leur espérance de vie. Une mauvaise hygiène, la pauvreté extrême et de mauvaises conditions de travail créaient un terrain idéal pour la propagation des maladies et des accidents du travail. Les cerfs vivaient dans des huttes rudimentaires, petites et généralement partagées avec des animaux. Bien que cette pratique aidât à maintenir la chaleur pendant l'hiver, elle contribuait également à la propagation des maladies respiratoires. Les animaux, ainsi que les humains, partageaient le même espace, créant un environnement insalubre rempli de saleté, d'humidité et de mauvaises odeurs. Le manque de ventilation adéquate favorisait la prolifération des bactéries et des champignons, entraînant des maladies respiratoires telles que la pneumonie et la tuberculose qui étaient courantes chez les paysans. Les conditions insalubres facilitaient également la propagation des parasites et des maladies gastro-intestinales. L'eau potable était rare et souvent contaminée, ce qui entraînait des épidémies de dysenterie et de fièvre typhoïde. Les plaies et les coupures résultant du travail manuel dans les champs ou de la construction d'infrastructures étaient une autre source fréquente d'infections. Sans accès aux soins médicaux et avec des ressources limitées, ces blessures devenaient facilement des problèmes de santé graves. Travailler dans les champs était physiquement épuisant et dangereux. Les cerfs étaient constamment exposés aux accidents avec des outils agricoles, tels que les charrues, les faucilles et les pelles. Sans aucune forme de protection, les cerfs souffraient fréquemment de coupures, de contusions et de fractures. Travailler avec des animaux comportait également un risque de blessure, car les animaux n'étaient pas toujours dociles et pouvaient provoquer des accidents graves. Le manque de soins médicaux appropriés aggravait les conséquences des blessures.
Même les blessures mineures pouvaient se transformer en infections graves qui, sans traitement, menaient à la mort. La gangrène, par exemple, était une menace constante, car les blessures n'étaient pas correctement nettoyées, et il n'y avait pas d'antibiotiques pour traiter les infections. Les fractures osseuses, qui pourraient être traitées aujourd'hui avec un plâtre et des médicaments, entraînaient souvent des mutilations permanentes ou la mort par infection non traitée au Moyen Âge. La violence et les abus, le contrôle implacable sur les serfs. La violence était une constante dans la vie des serfs médiévaux, utilisée non seulement comme moyen de punition, mais aussi comme moyen de consolider et de maintenir le pouvoir absolu des seigneurs féodaux. Dans un système où les serfs étaient considérés comme la propriété de la terre, toute tentative de défi ou de désobéissance était sévèrement punie. Les tactiques de contrôle comprenaient la brutalité physique qui était à la fois courante et acceptée dans la société médiévale. Le système de justice seigneuriale accordait aux seigneurs féodaux le droit d'imposer de lourdes peines aux serfs de leur domaine sans qu'il soit nécessaire d'intervenir par des autorités supérieures. Ce système garantissait que les serfs vivaient sous la menace constante de représailles physiques. Les punitions les plus courantes comprenaient les coups, les flagellations, les mutilations et même les exécutions publiques, qui servaient à la fois de moyen de contrôle social et d'avertissement pour ceux qui pourraient envisager de défier l'ordre établi. Les seigneurs et leurs représentants locaux avaient une autorité absolue sur le destin des serfs. Si un paysan était accusé de vol ou de ne pas remplir ses devoirs, la punition était immédiate et souvent fatale. Cette violence systématique contribuait au climat de peur qui caractérisait la vie en Europe médiévale, où les serfs étaient non seulement soumis à de mauvaises conditions de travail, mais aussi à l'abus constant de ceux qui les gouvernaient. L'une des formes les plus horribles d'abus de pouvoir était l'exploitation sexuelle des serfs féminines. Dans l'imaginaire collectif, le concept de droit du seigneur ou ius primae noctis est évoqué. Une prétendue prérogative féodale accordant au seigneur le droit de revendiquer la première nuit de mariage avec la femme d'un serf. Bien que l'existence de cette pratique soit un sujet de débat historique, il est connu que le déséquilibre de pouvoir entre les seigneurs et les serfs créait un environnement où l'abus sexuel était une possibilité réelle, même s'il n'était pas nécessairement formalisé. La vulnérabilité des femmes dans le système féodal était exacerbée par leur dépendance économique et sociale envers les hommes, en particulier le seigneur féodal. Souvent, les serfs féminines n'avaient aucun moyen de se défendre contre de tels abus, et la peur des représailles maintenait de nombreuses femmes dans le silence. L'histoire regorge de récits de femmes qui, bien qu'enfermées dans un cycle d'exploitation, ne pouvaient s'en échapper en raison des strictes normes sociales et des restrictions imposées par le système féodal. Le mariage des serfs, un contrôle total sur la vie personnelle. Dans la société féodale médiévale, le mariage des serfs n'était pas simplement un acte personnel, mais un outil de contrôle social et économique. Les seigneurs féodaux, qui possédaient déjà un pouvoir presque absolu sur leurs serfs, étendaient leur domination à l'un des aspects les plus privés et essentiels de la vie humaine, les relations familiales. Pour les serfs, se marier n'était pas seulement une question d'amour ou de désir, mais une décision qui devait se conformer aux règles strictes imposées par leur seigneur. Contrairement aux hommes libres, les serfs ne pouvaient se marier sans la permission explicite de leur seigneur féodal. Ce contrôle n'était pas seulement économique, mais aussi social. Le seigneur ne considérait pas le mariage comme un droit ou un choix personnel, mais comme un moyen de garantir que les familles de serfs continuent à travailler ces terres. Ainsi, la permission de se marier était un privilège accordé uniquement à ceux qui ne menaçaient pas l'ordre féodal. Ce système de contrôle reflétait l'inégalité profonde du système médiéval, dans lequel les serfs n'avaient aucun pouvoir sur les décisions les plus élémentaires de leur vie. L'autonomie personnelle était anéantie par la hiérarchie rigide, où le seigneur décidait non seulement du travail, mais aussi de qui pouvait fonder une famille. En plus de la permission, les serfs devaient payer une taxe appelée merchet pour obtenir l'approbation du seigneur pour se marier. Cette taxe économique représentait une charge supplémentaire que de nombreux serfs ne pouvaient se permettre. Le merchet variait en fonction de la propriété et de la richesse du seigneur, mais c'était généralement une somme importante que les serfs devaient payer simplement pour le droit de fonder une famille. Ce paiement non seulement limitait la liberté des serfs,
mais imposait également un obstacle économique à la réalisation de l'un des désirs les plus humains, le désir de se marier. Le marché n'était pas seulement une barrière économique, mais aussi une autre manifestation de la subordination des serfs, car ils devaient répondre à leur seigneur dans tous les aspects de leur vie, même dans les plus intimes. Le mariage ne signifiait pas seulement fonder une famille, mais aussi se soumettre à un système qui exigeait un paiement pour le droit de faire quelque chose d'aussi fondamental que vivre avec un partenaire. Le système féodal ne considérait pas le mariage des serfs comme une question de droits individuels, mais comme une extension du contrôle du seigneur sur ses terres et ses gens. Les mariages étaient réglementés non seulement pour assurer la présence continue de main-d'œuvre sur les terres, mais aussi pour empêcher les serfs de se déplacer ou de former des réseaux de soutien mutuel qui pourraient affaiblir la structure de pouvoir du seigneur. Dans certains cas, les seigneurs imposaient même des restrictions sur qui les serfs pouvaient épouser. Les unions entre serfs de différentes propriétés ou seigneurs pouvaient être interdites ou fortement réglementées, garantissant ainsi que les familles de serfs demeurent dans les limites du domaine du seigneur. De cette manière, le seigneur maintenait son contrôle non seulement sur les terres, mais aussi sur la structure sociale qui dépendait de l'organisation et du travail des familles. Les guerriers par obligation, le rôle militaire des serfs médiévaux. Au Moyen-Âge, les serfs ne travaillaient pas seulement la terre. Lorsque leur seigneur en avait besoin, ils devenaient des soldats. Cette obligation faisait partie des conditions imposées par le système féodal, bien qu'ils n'étaient ni des guerriers professionnels ni des chevaliers. Les serfs devaient se battre en temps de guerre, soit pour défendre leurs terres, soit pour participer à de plus grandes campagnes militaires. Le service militaire des serfs était une extension de leur relation avec le seigneur féodal. En échange de la protection de leur seigneur, les serfs devaient offrir leur travail en temps de conflit. Plutôt que d'être des soldats professionnels, les serfs étaient recrutés comme fantassins, souvent sans équipement ni formation appropriée. Armés d'outils de travail adaptés au combat, tels que des pelles ou des haches, ils combattaient en première ligne, affrontant des risques mortels dans des batailles sans préparation formelle. Pendant les croisades, de nombreux serfs furent contraints de marcher jusqu'en Terre Sainte. Dans ce cas, le service militaire impliquait non seulement la défense des terres locales, mais aussi la participation à une guerre religieuse lointaine. Les serfs, bien qu'ayant peu de choix, rejoignirent leur seigneur dans une lutte qui affectait non seulement leur fief, mais toute l'Europe. Les croisades impliquaient de longs voyages, des conditions extrêmes et des taux de mortalité extrêmement élevés, les serfs ne recevant aucun avantage ni récompense directe. Les serfs qui survivaient aux batailles retournaient dans leurs fiefs épuisés et souvent mutilés. La guerre, loin d'être une opportunité d'améliorer leur situation, exacerbait leurs souffrances. Le manque de main-d'œuvre dû à la mort de nombreux serfs entraînait souvent des demandes de travail accrues pour les survivants. Pour eux, la guerre n'ajoutait qu'à l'oppression d'une vie déjà marquée par la pauvreté et le travail forcé. Le rôle des serfs en tant que guerriers n'était pas un choix, mais une imposition du système féodal. Ils étaient envoyés à la guerre comme une extension de leur servitude, sans possibilité de refuser l'appel de leur seigneur. Bien que dans de nombreux cas, il n'ait eu aucune possibilité d'échapper à ces obligations, leur participation aux batailles médiévales reflète l'exploitation constante qui caractérisait leur existence. La peste noire et son impact sur la société médiévale, au-delà de la guerre. La peste noire, qui ravagea l'Europe entre 1347 et 1351, laissa une marque indélébile sur tous les aspects de la société médiévale. Cependant, son impact ne se limita pas à la mortalité massive, mais modifia profondément les structures sociales et économiques, y compris le système féodal et les capacités militaires de l'époque. Alors que les armées et les chevaliers combattèrent sur le champ de bataille, la peste minait les fondations mêmes sur lesquelles ils reposaient. Les serfs, qui constituaient l'épine dorsale de l'économie médiévale, furent les plus touchés par la peste noire. Dans de nombreux cas, les populations paysannes furent décimées, laissant de vastes étendues de terres abandonnées et incultes. Les seigneurs féodaux, qui comptaient sur les serfs pour travailler leurs terres, virent leur main-d'œuvre drastiquement réduite. Cet effondrement de la production agricole entraîna des pénuries alimentaires, augmentant la pauvreté et le désespoir parmi les survivants. La mortalité de masse provoqua également une pénurie de soldats.
Beaucoup des hommes qui auraient dû être recrutés pour combattre dans des guerres, comme la guerre de 100 ans, moururent de la peste ou étaient tellement affaiblis qu'ils ne pouvaient pas rejoindre les combats. Cela affecta les stratégies militaires, car les armées durent compter sur une main-d'œuvre et une force militaire beaucoup plus réduite. À mesure que les chevaliers et la noblesse succombaient à la peste, la dynamique militaire changea. Le besoin d'infanterie augmenta, car les pertes parmi les chevaliers et les hommes d'armes lourdement armés étaient significatives. Les armées commencèrent à compter davantage sur les archers et les troupes légères. Bien que l'utilisation des chevaliers en armure lourde restait essentielle, les tactiques militaires commencèrent à s'adapter, favorisant des forces capables de se déplacer plus rapidement et plus souplement. L'arc long, comme le fameux longbow anglais, devint une arme cruciale dans des batailles comme celle d'Azincourt, où les archers jouèrent un rôle déterminant dans le démantèlement des formations de chevaliers lourds. Les conditions des soldats sur le champ de bataille devinrent encore plus difficiles pendant et après l'épidémie. Les maladies, le manque de ressources et la pénurie de soldats formés compliquèrent davantage les campagnes. Les seigneurs féodaux, qui avaient autrefois pu recruter de grandes armées bien préparées, durent faire face à la dure réalité que la guerre ne se livrait pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi contre une épidémie imparable. De nombreux soldats, notamment ceux de l'infanterie, combattirent non seulement contre des armées rivales, mais aussi contre la maladie et la malnutrition. Malgré ces défis, le système féodal trouva des moyens de s'adapter. Le déclin de la population força les seigneurs à offrir de meilleures conditions aux serfs survivants, dans le but d'assurer le maintien de la production agricole et de la main-d'œuvre. Les serfs, pour leur part, saisirent cette occasion pour négocier de meilleures conditions et, dans certains cas, même échapper à la servitude. Dans le domaine militaire, les changements de stratégie et d'équipement reflétaient l'évolution des tactiques à mesure que la noblesse était contrainte de reconsidérer l'utilisation des chevaliers lourds et des armements coûteux. La guerre devint plus accessible pour les hommes du commun, qui, bien qu'ils ne fussent pas formés comme des chevaliers, pouvaient désormais participer avec des outils plus abordables et plus meurtriers. La rébellion des paysans, le cri de désespoir contre le féodalisme. La rébellion des paysans de 1381, également connue sous le nom de rébellion de Wat Tyler, fut un soulèvement marquant un tournant dans l'histoire médiévale de l'Angleterre, reflétant le profond mécontentement des serfs et des paysans envers un système féodal oppressif. Cette rébellion n'émergea pas de nulle part, mais fut le résultat d'une série de facteurs interconnectés, dont la dévastation causée par la peste noire de 1348-1350 fut l'un des catalyseurs les plus significatifs. La peste décima la population, tuant environ la moitié de la population anglaise, ce qui entraîna une pénurie de main-d'œuvre sans précédent. Les quelques survivants commencèrent à négocier de meilleures conditions de travail et salaires, remettant en question l'ordre établi. Cependant, les seigneurs féodaux et l'aristocratie, luttant pour maintenir leurs vastes domaines et ressources, répondirent par une série de lois restrictives, comme le statut des travailleurs de 1351, qui visait à geler les salaires et restreindre la mobilité des paysans. De plus, le gouvernement de Richard II imposa de lourdes taxes aux classes inférieures, telles que la taxe sur les têtes, augmentant ainsi le fardeau d'une population déjà appauvrie. Cette combinaison de mesures économiques et politiques, ainsi que la violence systématique et l'exploitation féodale, déborda la patience des paysans. La révolte commença comme un soulèvement local dans l'Essex, mais se répandit rapidement avec des milliers de paysans marchant vers Londres à la recherche de justice. Wat Tyler, un leader charismatique, émergea comme le symbole de la résistance contre le système féodal et la noblesse. L'armée rebelle était non seulement animée par la faim et la souffrance, mais aussi par un désir d'égalité sociale et l'abolition des restrictions féodales. Les paysans, armés d'armes rudimentaires, prirent le contrôle de Londres, submergeant la ville et affrontant les forces royales. Cette insurrection était une déclaration claire que le système féodal, avec sa structure hiérarchique d'oppression, n'était plus viable. Une fois à Londres, les rebelles demandèrent des réformes immédiates et radicales. Richard II, un jeune monarque de seulement 14 ans, fut contraint de confronter les insurgés. Lors d'une rencontre tendue sur Smithfield Square, le roi accepta certaines des revendications des paysans, telles que l'abolition des taxes injustes,
et l'élimination de certaines lois féodales. Cependant, la situation changea rapidement lorsque Wat Tyler fut tué par un conseiller royal pendant les négociations. Cet événement marqua la fin de la rébellion, car le leadership des rebelles s'effondra après la mort de leur chef, et l'absence de cohésion permettait aux partisans du roi d'écraser le soulèvement par une répression brutale. Malgré la répression brutale, avec des milliers de paysans exécutés et de nombreuses concessions promises par le roi révoquées, la rébellion des paysans laissa une marque indélébile dans l'histoire de l'Angleterre. Le soulèvement montra que la société féodale ne pouvait plus être maintenue comme elle l'avait été pendant des siècles. Les seigneurs, bien qu'ils aient réussi à écraser la rébellion, réalisèrent que le système était en déclin. La combinaison de la maladie, des soulèvements sociaux et des changements économiques poussa la transition d'une économie féodale à une autre plus axée sur le marché du travail libre, où le travail salarié remplaça le travail forcé des serfs. De plus, la rébellion de 1381 fut l'un des premiers signes de conscience de classe en Angleterre. Bien que la révolte ait été écrasée, elle posa les bases de futurs mouvements sociaux et ouvriers qui se concrétisèrent plus tard dans des mouvements comme les Lollards et les révoltes des XVe et XVIe siècles. Elle souligna également le déclin du féodalisme, un système qui ne pouvait plus s'adapter aux changements sociaux, démographiques et économiques apportés par la peste et la concentration croissante du pouvoir entre les mains des monarques. La vie des serfs dans l'Europe médiévale était marquée par l'oppression, la pauvreté et l'absence de liberté. Liés à la terre, soumis au travail forcé et sans droit, ils vivaient dans un cycle sans fin de souffrance. Malgré leur réalité dure, les serfs étaient le fondement de l'économie féodale, soutenant un système qui les maintenait en marge de la société. Bien que leurs conditions de vie fussent impitoyables, leur histoire reflète une résistance constante contre l'injustice et l'inégalité, nous enseignant des leçons sur la lutte pour la dignité humaine et le changement social.